Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour votre premier grand jury à mes côtés, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Christophe Jacubine de TF1 Bonjour. LCI. Bonjour Christophe. Et puis nous retrouverons en fin d'émission Marie-Pierre Haddad pour Question Net. Vos commentaires, vos questions à Jordan Bardella. Et c'est Marie-Pierre Haddad qui les relaiera en fin d'émission. Alors Jordan Bardella, 23 ans, vous êtes le plus jeune invité du grand jury depuis sa création il y a près de 40 ans. Vous incarnez donc sans aucun doute le renouvellement de la classe politique, mais incarnez-vous le renouveau des idées du mouvement que vous représentez? Nous en parlerons bien sûr dans cette émission, mais on peut s'interroger quand on vous a entendu cette semaine résumer votre ligne politique autour des Français d'abord, un slogan qui date des années Jean-Marie Le Pen. Ce fut même le titre de l'un de ses livres en 1984. Y a-t-il une touche personnelle, une touche Bardella que vous souhaitez apporter à cette campagne en matière d'éthique, de transparence par exemple, de la vie politique? La question en plus, en fin de première partie, portera d'ailleurs sur ce thème et vous sera posée par Jean-Christophe Picard, président de l'organisation anticorruption Anticor. Entendez-vous vous démarquer un tant soit peu de Marine Le Pen, donc comme à sa manière une certaine Marion Maréchal, ou êtes-vous, Jordan Bardella, tête de liste, comme certains le murmurent au sein même du Rassemblement National, pour ne pas faire d'ombre à sa présidente? En tous les cas, votre notoriété qui reste à construire ne porte pas préjudice à votre liste. Au contraire, dans certains sondages, vous faites la course en tête devant La République En Marche. Nous en parlerons bien sûr dans la seconde partie de l'émission. Mais la première question porte bien sûr sur l'actualité. Elle vous est posée par Guillaume Roquette. Oui, votre parti a réagi très vite la semaine dernière après l'intrusion de gilets jaunes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en parlant de faits gravissimes, de gens qu'il fallait traduire devant les tribunaux. Et puis finalement, il n'y a pas eu d'attaque. Est-ce que vous avez réagi trop vite ? Non, vous confondez, je crois, avec Christophe Castaner. Moi, j'ai attendu, Nicolas Bay, avant de réagir. RN. Vous, oui, mais pas tout le monde dans votre mouvement. La réalité, c'est que les personnes qui, au gouvernement, se prétendent spécialistes de la chasse aux fake news sont en réalité des manipulateurs de l'opinion. En fait, il y a un problème. C'est-à-dire que soit Christophe Castaner est allé un peu trop vite, au risque de jeter de l'huile sur le feu en parlant d'une attaque sur ce qui manifestement n'était qu'une simple intrusion, sans violence, ça a été dit par le personnel hospitalier. Soit Christophe Castaner a sciemment menti en décidant de manipuler l'opinion, là encore pour jeter de l'huile sur le feu, et c'est extrêmement grave. Alors, moi je dis qu'aujourd'hui, si on ne peut pas avoir confiance dans la parole publique, si on ne peut pas avoir confiance dans la parole du ministre de l'Intérieur, alors c'est tout l'édifice républicain qui s'effondre. Mais je dirais on a l'habitude. Parce que depuis maintenant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les mensonges se succèdent. Je vous rappelle que Christophe Castaner avait parlé de M. Benalla comme d'un simple porteur de valise. Vous pensez quoi? C'était précipitation ou manipulation? Oh, je ne sais pas. Et je crois que M. Castaner est convoqué devant le Parlement pour s'en expliquer. Je vous dis en revanche que c'est extrêmement grave et je m'interroge sur la capacité. Il a dit assez vite qu'il regrettait d'avoir utilisé le mot oui, attaque. Une fois que nous avons appris à l'ère des réseaux sociaux qu'il avait menti. Et je pense que, compte tenu de son niveau d'incompétence, dans n'importe quelle autre démocratie du monde, le ministre de l'Intérieur aurait dû démissionner. Donc vous appelez à sa démission. Mais une nouvelle fois, vous posez la question. Je me pose des questions sur sa compétence et visiblement, je ne suis pas le seul. J'ai vu qu'au sein de la majorité, beaucoup se posaient la question de sa compétence. Précipité. Est-ce que vous pouvez dire aussi qu'il y a eu des torts partagés, y compris par certains, comme Nicolas Bay dans votre parti? Mais non, parce que quand le ministre de l'Intérieur vient devant les caméras de télévision, qui est le premier flic de France, qui est l'un des ministres les plus importants de l'État et qui est chargé d'assurer l'ordre et d'assurer la sécurité, nous explique qu'il y a eu une attaque alors que c'est complètement faux, je crois que c'est dangereux pour la parole publique. Et on ne peut pas s'étonner ensuite derrière que des responsables politiques, peu importe leur bord d'ailleurs, s'appuient sur les paroles du ministre de l'Intérieur. Donc il y a un problème de confiance aujourd'hui avec ce gouvernement, il y a un problème de confiance avec le ministre de l'Intérieur. Et moi j'entends aussi beaucoup de membres de La République En Marche, on lit ça un petit peu partout dans vos rédactions et dans vos journaux, que le ministre de l'Intérieur n'est pas à la hauteur. Mais le droit à l'erreur existe aussi en politique ou pas ? Pardon, mais quand on a prouvé son incompétence, quand on est impuissant dans notre pays face aux milices d'extrême gauche qui viennent chaque week-end pourrir le mouvement des Gilets jaunes, quand on est à tel point impuissant face aux racailles dans les banlieues qui pourrissent la vie des Français, contre lesquels strictement rien n'est fait, je pense qu'effectivement, on doit partir. Juste une chose. Lorsque M. Collomb a démissionné
au mois de septembre, il a expliqué aujourd'hui que dans un certain nombre de nos quartiers, on vivait non plus côte à côte, mais face à face. Et qu'on était aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers devant un risque de partition de la société française. Eh bien, moi, je pose la question, qu'ont-ils fait depuis le mois de septembre? Qu'a fait M. Castaner depuis septembre face à ces émeutes en banlieue? On parle de Français gilets jaunes qui se mobilisent socialement contre le gouvernement. Castaner on face parle à ces milices d'extrême gauche. Quel rapport avec les quartiers? Pardon, il est ministre de l'Intérieur. D'accord, bon. mais... Et au cas où ça vous aurait échappé, le ministre de l'Intérieur, il est chargé d'assurer l'ordre dans notre pays. Et quand on a failli face à l'insécurité... Enfin, en l'occurrence, dans les quartiers, il n'y a pas eu de mouvement particulier de violence lié à ces gilets jaunes. Mais justement, en parlant de violence policière... Et personne n'en parle. Il y en a eu à Grenoble. Il y a eu ces émeutes à Grenoble. Personne n'en a parlé il y a quelques semaines. Et là, on n'a pas vu effectivement les lanceurs de balles de défense. Il n'y a pas eu d'embrasement des banlieues pendant à Grenoble. Les 6 derniers mois de la crise des Gilets jaunes, Jordan Bardella. Il n'y a pas eu d'émeutes à Grenoble ces 6 derniers mois. Il y en a eu il y a quelques semaines, ils ont été évoqués, mais là vous nous dites qu'il y a un embrasement des cités dont le ministre de l'Intérieur ne s'occupe pas. Vous n'avez pas. Oui, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, il est chargé d'assurer l'ordre. Soyons concrets. Il y a depuis 6 mois dans notre pays des milices d'extrême gauche qui font la loi, des cagoules noires qui font la loi chaque week-end dans les rues de Paris. Donc ça, c'est autre chose. Qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent au commerce et qui cassent tout sur leur passage. Il y a une insécurité du quotidien qui se poursuit, contre laquelle strictement rien n'est fait. Il y a des mensonges. Des mensonges. Bon, alors moi je dis que vous passez des banlieues au Black Bloc. Mais justement, je dis que quand on est à tel point défaillant dans l'exercice de ses fonctions, alors on rend son tablier, on démissionne. On vous entend. Et s'ils sont à ce point incompétents, donnez-nous les manettes et nous on va faire. Alors peut-être une autre forme de c'est pas à eux à donner les manettes, c'est aux Français. Vous demandez comment vous pouvez demander au pouvoir de vous donner les manettes, Jordan Bardella, je comprends pas. Non mais ne faites pas semblant de pas comprendre. Je dis que quand on est incompétent dans sa mission, quand on a une telle défiance devant soi et quand on a trahi la parole publique, alors effectivement, je crois qu'on n'est plus à sa place pour assurer la sécurité des Français, et encore une fois, la première des libertés. Alors justement, autre forme peut-être de défaillance, vous parliez des réseaux sociaux qui révèlent parfois des faits. C'est le cas pour quelques violences policières, par exemple un CRS qui prend un pavé pour le rejeter sur les manifestants, ou aussi la gifle donnée par un policier. Est-ce que vous condamnez ces dérapages ou est-ce que vous les comprenez compte tenu du niveau de tension et de pression qui est mis sur les policiers ? Non, mais si vous voulez, bien sûr que je les condamne. Mais de la même manière qu'on ne peut pas faire porter à nos forces de l'ordre les agissements de 1% des forces de l'ordre qui, c'est vrai, se sont laissés aller à des actes inadmissibles, on ne peut pas non plus faire porter la responsabilité de la casse à l'ensemble des Gilets jaunes. Et moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement, il jette depuis des semaines des Gilets jaunes contre des policiers contre des Gilets jaunes, et qu'il jette en réalité les Français les uns contre les autres. Et moi, en tant que responsable politique, je me refuse à choisir entre des Français qui manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont aujourd'hui à bout et n'arrivent plus à boucler les fins de mois, et des policiers qui sont chargés d'assurer la sécurité du pays et qui sont bien souvent dépassés, qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire leur travail dans des conditions dignes parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Donc moi je pense qu'il faut un peu d'apaisement, il faut revenir à un peu d'unité dans la vie politique française et dans la société française, et pour cela il faut se servir des élections le 26 mai. Parce que il va peut-être y avoir ce mouvement des Gilets jaunes qui va se poursuivre, mais moi, au-delà d'un acte 26, le week-end prochain, j'appelle à un acte 26 mai. Il faut que les Français se servent des élections européennes du 26 mai pour mettre un coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron. On va en parler. Ce mouvement des Gilets jaunes, il rassemble des gens très différents, parce que là, vous annoncez... C'est vrai. Vous parlez de votre soutien. Il y a aussi des gens comme Juliette Binoche, Emmanuel Béard, des personnalités du spectacle, qui ont signé une tribune pour soutenir un mouvement sans précédent dans l'histoire. Finalement, c'est drôle de consensus, non ? Oui, on voit que les adeptes du spectacle et de la boboïtude viennent au secours d'un mouvement qui date depuis maintenant des semaines. Mais en réalité, Emmanuel Macron n'a pas apporté de réponse à ce mouvement. Et il le dit lui-même, si La République En Marche perd les élections européennes dans 3 semaines, alors je ne pourrai pas poursuivre la politique qui est la mienne sous ce quinquennat. Alors moi j'appelle les Français à se servir de ces élections européennes pour mettre un coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron. C'est une proportionnelle à 1 tour. C'est-à-dire que plus les gens iront voter, plus ils auront des élus sans avoir le problème du mode de scrutin au second tour. Alors utiliser les élections européennes pour mettre un coup d'arrêt à sa politique. Il n'y a que comme ça qu'il l'entendra de toute manière. Il y aura 3 listes Gilets jaunes à ces élections européennes. Peut-être que ceux qui font des manifestations chaque samedi auront envie de porter leur voix sur les gens qui les représentent. Oui, mais moi je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, il est à la fois transpartisan et apolitique. Et une immense majorité des gens qui sont descendus dans la rue depuis la mi-novembre
souhaite une seule chose, c'est qu'Emmanuel Macron ne sorte pas renforcé de ces élections européennes pour qu'il n'ait pas le sentiment que sa politique soit légitimée. Alors moi je dis, ne vous dispersez pas. Voilà, ne vous dispersez pas et allez voter, en l'occurrence, allez voter en l'occurrence pour la seule liste aujourd'hui qui est capable d'arriver en tête, c'est la liste que je conduis, la liste du Rassemblement National qui est soutenue par Marine Le Pen et qui est aujourd'hui au coude à coude avec La République En Marche. Ils le disent d'ailleurs, ils n'ont qu'une peur, c'est que le Rassemblement National arrive en tête de ces élections et que, en réalité, le parti présidentiel qui aujourd'hui n'a pas de programme, qui aujourd'hui n'a même pas de candidate, d'ailleurs si vous avez des nouvelles de Madame Loiseau, il faudrait quand même nous le dire parce que... Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'on n'a plus de nouvelles de Madame Loiseau. La République En Marche, parce que la République En Marche n'a pas de programme. Parce que la République En Marche n'a pas de programme. Parce que on voit Madame Loiseau nulle part. Et surtout parce que messieurs Macron et Philippe ont dit qu'ils allaient venir au secours de la République En Marche. On voit les ministres faire systématiquement des déplacements. Macron, ce sera un échec s'il arrivait derrière Madame vous. Loiseau. Et si vous arrivez en deuxième position, ce serait aussi un échec pour le Rassemblement. Mais ça serait un échec pour les Français. Non, ça serait aussi un échec pour vous. Oui, dans la mesure où on est candidat à une élection, si on n'arrive pas premier, c'est évidemment un échec, mais c'est un échec pour les Français. Parce que si Macron, il arrive en tête, alors il va enclencher derrière la réforme des retraites. Alors il va enclencher la réforme de l'indemnité chômage. Alors le laxisme à l'égard de l'insécurité et de l'immigration vont se poursuivre. Alors il va poursuivre le matraquage fiscal, l'injustice sociale. Enfin, pardon, mais on peut revenir un peu au début de ce mouvement. Ce mouvement, il a commencé à la mi-novembre par un ras-le-bol fiscal et par un ras-le-bol des taxes sur l'essence. Aujourd'hui, le prix de l'essence n'a jamais été aussi élevé. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus, justement, Jordan Bardella ? Le prix du litre a pris 8... On est revenu au prix d'avant le mouvement. Je vais y venir. Avant de sortir le bon médicament, il faut d'abord faire le bon diagnostic. Vous l'avez fait, alors vous... Le prix de l'essence n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Il a pris 8 € entre janvier et avril. Je crois qu'on est à 1,70 €, oui, pas 8 €. Il est à 1,58 à la pompe. On est donc un 8 taux centimes qui, d'euros. ces derniers mois, n'a jamais été... Oui, 8 centimes d'euros, pardonnez-moi, n'a jamais été aussi élevé. Bon. Il se trouve que 3/4 de nos compatriotes ont aujourd'hui besoin de leur voiture pour aller travailler. Alors moi, je ne suis pas pour une écologie punitive qui vise à les pénaliser en leur expliquant qu'il faut leur faire payer des taxes, toujours des taxes, pour financer la transition énergétique. Il y a plusieurs possibilités pour baisser le prix de l'essence. On sait que 70% du prix de l'essence sont des taxes. Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, sur les taxes, vous avez la TVA qui s'applique sur la TICPE, c'est-à-dire que vous payez des taxes sur l'essence. On a une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui vise à avoir une TICPE flottante, c'est-à-dire que lorsque le prix du baril, le prix du pétrole, on subit là, les histoires de géopolitique mondiale, montent, on peut avoir une diminution des taxes sur l'essence. Donc il y a des possibilités. Mais en revanche, ils refusent d'y toucher. Et on préfère effectivement faire payer par le contribuable français et par l'automobiliste français qui a besoin de sa voiture un modèle économique mondial qui n'est pas viable. De combien vous baisseriez les taxes, vous, Jordan Bardella ? De combien, justement ? Moi, je suis favorable à ce que nous supprimions la TVA sur la TICPE. Ce qui permettrait de faire baisser, aujourd'hui sur 1,58 €, vous avez 1 € du prix qui sont constitués de taxes. Donc on peut évidemment réduire les taxes pour arrêter de faire porter sur l'automobiliste français le prix de cette mondialisation sauvage, parce que en réalité, c'est ça le problème. Je vous rappelle qu'en termes d'émissions de particules fines, un cargo de fret maritime qui traverse la planète, vous savez, ces super tankers qui sont un peu les produits de la mondialisation sauvage, c'est l'équivalent des émissions de particules fines de l'intégralité du parc automobile français sur une année. Alors demain, il y a une conférence qui va être lancée avec les ONG, les syndicats sur notamment l'écologie, l'environnement, la transition, et le gouvernement a prévu de tirer au sort des Français pour faire des propositions en matière écologique. Le ministre François de Rugy dit même qu'il pourrait y avoir un référendum pour trancher les propositions qui seraient issues de ce panel de Français. Vous êtes d'accord ? Enfin, pardon, mais est-ce que c'est pas une usine à gaz, quoi ? Est-ce qu'on a besoin de parler, de créer des comités, de créer des conseils d'évaluation ? Enfin, un référendum, c'est quand même rendre la parole aux Français. D'accord, mais le problème de l'écologie aujourd'hui, c'est notre modèle économique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être pour l'écologie et en même temps continuer à avoir un modèle économique qui est basé sur le libre-échange total, qui consiste à aller faire fabriquer très loin des produits dans des normes sociales, environnementales, sanitaires complètement délirantes, sous une forme, il faut bien le dire, d'esclavagisme humain quand c'est fabriqué dans des pays d'Asie, pour rapatrier en Europe sur des populations touchées par le chômage, touchées par la précarité, pour ensuite aller faire retraiter en Afrique. Ce modèle, c'est le pire ennemi de l'écologie. Donc vous voulez tout relocaliser, toutes les productions en France. En fait, oui, nous on défend le localisme. Le localisme, c'est produire, consommer, retraiter sur place. Alors dans la mesure du possible. Le localisme, c'est dans la mesure du possible. Donc produire raisonnablement tout ce qu'on peut produire sur place. Mais je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, dans les collectivités publiques, le bœuf qu'on consomme dans les cantines est à 75% d'origine importée. Bon, eh ben nous, on veut inverser cela. Parce que
en réalité, c'est une aberration ce modèle économique, parce que plus vous allez chercher un produit loin, moins il est cher. Donc nous, notre projet et notre philosophie, c'est de détaxer la proximité et faire en sorte que, je vous donne un exemple encore une fois très concret pour qu'on soit concret, que dans les cantines de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, on aille se produire d'abord auprès de nos agriculteurs et de nos producteurs locaux avant d'aller importer des produits du bout du monde. Le localisme, en fait, c'est du bon sens, quoi. Mais même ce localisme, qui est une forme de protectionnisme, ne résout pas tous les problèmes. Regardez ce qui se passe chez Carrefour, par exemple, qui est en cours de réorganisation, qui pourrait supprimer jusqu'à 3000 emplois. C'est parce qu'il y a des nouveaux modes de consommation des Français, les achats sur Internet. Donc l'économie se restructure, c'est normal. Vous interdiriez, vous, ce genre de suppression de postes et de restructuration si vous étiez au pouvoir? Mais en fait, c'est un modèle économique global. Parce que lorsque des grandes surfaces ferment, lorsque des industries ferment, c'est bien souvent parce qu'ils ont la possibilité d'aller délocaliser ailleurs en réalité. C'est moins le cas de la grande distribution. Oui, mais en fait, on a fait le choix de tout miser sur la grande distribution. Et en réalité, dans beaucoup de communes, on construit partout des espèces de grands hypermarchés et qu'en réalité, on fait mourir le petit commerce et les commerçants locaux. Modèle parce qu'on voit qu'ils vont supprimer des milliers d'emplois dans les années qui viennent. Oui, mais c'est un modèle économique global qu'il faut revoir. Et je pense qu'en matière d'aménagement du territoire notamment, on a fait le choix ces dernières années de mettre beaucoup d'argent dans les banlieues à travers la politique de la ville en considérant que les territoires oubliés, que les territoires abandonnés étaient exclusivement dans les banlieues. On en a même réduit la consistance en expression, c'était des quartiers populaires. Mais le peuple, il ne se concentre pas uniquement là. Le peuple, il est partout, à commencer par toute cette France périphérique, cette France oubliée, cette France abandonnée. Là sur Carrefour, on n'arrive pas. Des grandes métropoles. On n'est pas dans un meeting. Ce que vous mais parce que vous concrètement. Mais non, mais parce que vous voulez faire sur la Carrefour. Est-ce que ces 3000 suppressions d'emplois envisagées par la direction, vous dites, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État fasse pression. Qu'est-ce que vous feriez vous? Ou est-ce qu'on dit, c'est la loi du marché? Mais c'est pas la loi du marché. La loi, elle est faite par le législateur. Et en l'occurrence, la loi qu'on fait sur les grandes surfaces, c'est qu'on a choisi, notamment avec la loi alimentation qui a été votée, de donner toujours plus à la grande surface. Donc il y a évidemment un bras de fer à faire avec les grandes surfaces. La question, c'est pas ça. Ils suppriment des emplois. Est-ce qu'ils doivent le faire ou pas? Mais c'est pas la. Les syndicats disent. Mais non, ils ne doivent pas le faire. Mais c'est pas la question. C'est que tant que vous aurez. Essayez un peu de penser global. Arrêtez de regarder comme ça au cas par cas, il faut penser global. Enfin, il y a aussi des gens très concrètement qui vont peut-être perdre leur emploi. Alors, je veux bien qu'on pense global, mais il y a aussi des gens qui vont perdre leur emploi. Donc, on vous écoute là-dessus. Tant que vous aurez un modèle économique qui consiste à avantager toujours les gros, qui consiste à faire des cadeaux de dingue aux grandes surfaces, comme on l'a fait avec la loi alimentation, qui consiste à accroître leurs marges au détriment de nos petits producteurs et de nos agriculteurs, eh bien, effectivement, la grande distribution, ça sera toujours la loi de la jungle. Voilà. Toujours sur Carrefour, votre colistier Thierry Mariani s'émeut des campagnes promotionnelles organisées par cette chaîne de grande distribution sur le Ramadan. Est-ce que c'est la loi du commerce? S'il y a une clientèle, c'est normal de faire de la promotion, des catalogues spéciaux? C'est effectivement la loi du marché, vous avez raison. Maintenant, c'est un constat, c'est une façon de faire qu'on peut déplorer parce que aujourd'hui, dans notre pays, le communautarisme gagne du terrain. Le communautarisme qui n'est pas né dans les prairies normandes, qui est le fruit d'une politique d'immigration massive qui a été menée ces 40 dernières années. Et donc, effectivement, les commerces, et notamment les grandes surfaces, s'y soumettent. Alors, on peut le déplorer, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la loi du marché. Vous l'interdiriez, ce genre de promotion, si vous étiez au pouvoir demain, Jordan Bardella? Ça paraît compliqué quand même d'interdire ce genre de campagne. Moi, je suis, à titre personnel, opposé à l'abattage rituel, et notamment au nom de la dignité animale. Et donc, on appelle le halal. Oui, en partie, le halal qui organise l'abattage des animaux sans étourdissement dans des conditions de dignité animale qui m'apparaissent totalement scandaleuses. Donc moi j'y suis, c'est une conviction personnelle, j'y suis à titre personnel opposé, et je crois qu'au nom de la dignité animale, il faudra demain prohiber l'abattage rituel, ainsi que les produits qui en sont évidemment importés. Sur l'islam, il y a eu des propos controversés de certains de vos alliés en Europe, de Geert Wilders, qui lors de la dernière campagne qu'il a menée, a souhaité une interdiction du Coran dans son pays, comparant même ce livre à celui de Mein Kampf. Que vous ont inspiré ces propos? C'est les positions, les opinions personnelles de Geert Wilders. Vous ne trouverez pas ça dans le programme du Rassemblement, du Rassemblement national. En même temps, vous pouvez faire alliance avec eux au Parlement européen. Oui, mais vous avez en fait une vision très fédéraliste. C'est-à-dire que vous considérez bien souvent
et je vous en fais pas le reproche à vous personnellement, mais les journalistes considèrent bien souvent que l'ensemble de nos alliés doivent partager en tout point les mêmes positions que nous. Bon, nous on est d'accord sur l'essentiel avec l'ensemble de nos alliés. Aujourd'hui, on est alliés avec beaucoup de pays en Europe, on sera alliés demain avec encore plus de pays, avec des partis qui vont arriver sur la scène européenne. Je pense à Vox en Espagne, avec lesquels demain, j'espère, nous aurons vocation à travailler. Nous, on est d'accord sur l'essentiel. Mais on est d'accord sur la... Vous choquent. Est-ce que ce sont des propos qui vous choquent? Oui, mais laissez finir, s'il vous plaît. On vous laisse parler, mais en même temps... Oui, mais c'est sympa, mais laissez-moi finir une phrase, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. On est d'accord avec nos alliés sur l'essentiel. On est d'accord aujourd'hui sur le fait qu'il faut une Europe des nations, que cette Union européenne ne marche pas. Et c'est justement parce qu'on est des souverainistes qu'on est respectueux des opinions personnelles de chaque parti politique dans son propre pays. On est d'accord sur le fait qu'il faut arrêter l'immigration aujourd'hui, parce que nos pays ont accueilli beaucoup trop d'immigrés et que face aux défis migratoires que s'apprête à vivre l'Europe dans les prochaines années, il faut rétablir aujourd'hui des protections. Des protections en matière migratoire, des protections en matière économique. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui lutter contre le fondamentalisme islamiste. Voilà. Je pense qu'il y a des Français de confession musulmane qui se sentent attachés à la République, qui sont attachés à la laïcité, et ils sont les bienvenus à nos côtés. Et le meilleur moyen qu'on peut leur rendre, c'est d'aller mener une guerre au fondamentalisme islamiste. Moi, vous savez, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. J'ai collé mes premières affiches de militants politiques dans la cité des Bosquets à Montfermeil. Et j'ai souvent rencontré des personnes, notamment d'origine algérienne, qui m'ont expliqué que ce qu'ils ont fui dans les années 90 d'Algérie avec l'islamisme, eh bien, ils sont en train de le retrouver aujourd'hui dans leur quartier, et ça les inquiète. Alors je pense que le meilleur moyen qu'on peut rendre à nos compatriotes de confession musulmane, c'est d'avoir une fermeté la plus totale à l'égard du fondamentalisme islamiste qui aujourd'hui a pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers. Vous avez vu d'ailleurs, pardon mais soyons très concrets, vous avez vu d'ailleurs cette semaine à Paris qu'une jeune femme a été refusée d'un bus par un chauffeur radicalisé manifestement. Il y a une enquête qui est ouverte par une enquête qui est ouverte pour vous, les faits sont acquis. Moi je dis que depuis un certain nombre d'années, et nous alertons d'ailleurs, nous depuis un certain nombre d'années, sur les dérives de grandes entreprises publiques, à commencer par la RATP, où on voit effectivement une politique de recrutement qui s'est orientée essentiellement vers des grands frères dans les quartiers de manière à acheter la paix sociale et à éviter que les bus se fassent caillasser. Et on en a un petit peu le revers de la médaille. On a aujourd'hui des chauffeurs islamistes qui refusent de conduire après une femme parce que la femme a touché le volant. On a aujourd'hui des locaux de prières clandestins dans un certain nombre de dépôts dans les banlieues de la RATP. Donc je dis que ce sont des faits qui existent et qu'il est temps aujourd'hui peut-être de réaliser un grand audit national sur tous les postes occupés par les fichettes dans des secteurs stratégiques que sont le transport et la sécurité. On a vu notamment qu'il y avait des problèmes de sécurité avec les entreprises chargées de la sécurité dans les aéroports. Pour resituer le contexte, il se trouve que visiblement cette semaine, un chauffeur de la RATP aurait refusé l'accès à son bus parce que la jeune fille portait une jupe, mais les faits ne sont pas encore, à l'heure où nous parlons, établi. Est-ce que vous ne risquez pas, vous, en prenant la position que vous prenez aujourd'hui, être dans un emballement, une surenchère politique ? Non, parce que même si cette affaire devait finalement, on devait nous expliquer que ça ne serait pas tout à fait ça. En réalité, il y a un problème de fond avec la RATP aujourd'hui, et ce problème de fond, c'est qu'il y a de nombreux secteurs stratégiques. Aujourd'hui, encore une fois, il faut penser global, de nombreuses entreprises publiques qui voient monter le fondamentalisme islamiste et, encore une fois, qui voient modifier un certain nombre de modes de vie, qui voient faire reculer les droits des femmes. Parce que c'est ça, moi j'entends souvent les féministes nous parler de l'écriture inclusive, de la couleur des cartables. Aujourd'hui, le vrai problème des droits des femmes, il est dans les quartiers. Voilà, c'est cette pression qu'exercent les fondamentalistes islamistes sur les femmes, qui n'ont plus le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, qui ne peuvent plus sortir après 20h dans les quartiers parce qu'elles ne se sentent plus en sécurité, qui sont systématiquement obligées de regarder derrière elles quand elles prennent les transports. Voilà des problèmes de fond. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité d'un homme politique, que vous êtes aujourd'hui, d'attendre que les faits soient avérés pour faire... Non, ma responsabilité, c'est d'agir. Voilà. Et c'est de dire ce que les autres ne veulent pas dire depuis des années, à savoir que l'un des plus grands dangers aujourd'hui qui guette la France, c'est la partition dans un certain nombre de quartiers, la sécession, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et le fait que le salafisme se soit installé comme une loi aujourd'hui dans beaucoup de territoires, contre lesquels, effectivement, on n'entend pas beaucoup nos responsables politiques. Autre actualité récente, Christophe Jacubissine. Alors, vous entendez aussi vous exprimer sur l'incendie de Notre-Dame qui a légitimement ému tous les Français. Oui. Vous aviez émis des doutes au départ sur l'origine de l'incendie, et on a vu aussi que Jean-Marie Le Pen a, dans une vidéo, expliqué que il y avait effectivement des doutes sur l'origine de l'incendie. Est-ce que ça peut être une origine criminelle ? Pourquoi vous dites ça ? Est-ce que vous ne relayez pas des informations ? Je pense qu'avec un sujet comme celui-ci, il faut être très précis. Je n'ai pas remis en cause la version qui nous était donnée, j'ai juste revendiqué le droit à se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que dans notre pays, on est face à un glissement de plus en plus inquiétant.
où vous ne pouvez plus dire grand-chose sans vous faire accuser de fake news par des gens qui, au gouvernement, bien souvent, utilisent justement ces fake news. On l'a vu dans le cadre de Christophe Castaner avec la salpêtrière. Donc, je ne sais pas. Visiblement, la piste accidentelle est privilégiée et on peut s'en réjouir, entre guillemets. Mais on a le droit de se poser la question. Enfin, pour Jean-Marie Le Pen, c'est pas la question, il estime que l'incendie est criminel. Excusez-moi, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas au Rassemblement National. Et si vous voulez l'avis de Jean-Marie Le Pen, vous inviterez Jean-Marie Le Pen. Mais je vous dis ce qu'il a dit. Alors, sauf que il dit que c'était un incendie criminel, en tout cas c'est sa conviction. Mais vous dites de lui, de Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme qui a le plus marqué... c'est quoi, Jean-Marie Vous dites, pardon, je vais finir ma question, comme ça vous allez voir si elle est intéressante ou pas. Vous dites de Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme qui a le plus marqué la Ve République. Non, j'ai pas dit ça. Ah, vous l'avez dit dans une interview au Point. Oui, mais encore une fois, il faut être très précis. Oui. J'ai dit que ça resterait probablement l'une des figures et l'une des hommes politiques qui s'est engagée et qui a le plus marqué la Ve République. Et c'est vrai. Maintenant, moi j'ai rejoint, vous avez rappelé en début d'émission, j'ai 23 ans, j'ai rejoint le Front National de Marine Le Pen en 2012, j'avais 17 ans à l'époque. Donc pour moi, le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, c'est Marine Le Pen et c'est elle qui porte l'espoir aujourd'hui de millions de Français. Vous ne diriez pas, je vous cite, il est et restera l'homme politique qui a le plus marqué la Ve République. L'un des hommes politiques alors donc vous me dites... le plus marqué la Ve République. Et c'est vrai, il a été une des figures de la Ve République. Plus que le général de Gaulle ? Mais le général de Gaulle a été président de la République. Peut-être l'un des derniers présidents, d'ailleurs vrai président, à défendre l'indépendance et la liberté de la France à l'international. Et on ferait mieux peut-être de s'en inspirer aujourd'hui. Christophe Jacubizine. On va peut-être aller sur... les européennes. Les européennes, alors, d'accord. On a dit tout à l'heure que certains sondages vous donnaient juste derrière, oui. D'autres juste devant. On verra, hein, c'est les électeurs qui trancheront. Comment vous voyez votre destin politique après ce scrutin européen ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à siéger pendant toute la durée de votre mandat à Bruxelles ? Oui, honnêtement, vous me demandez ce que je ferai dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas. Normalement, vous serez au Parlement. Mais je serai évidemment, une chose est sûre, au Parlement européen. Ça veut dire que vous hésitez, vous n'êtes pas sûr du coup. Non, j'hésite sur la deuxième partie de votre question. Maintenant, c'est très clair. Je suis aujourd'hui tête de liste aux élections européennes. Nous sommes évidemment au coude à coude avec La République En Marche. Mais mon objectif, c'est pas ce qu'on fera le 27 mai au matin. Mon objectif, c'est qu'on soit en tête le 26 mai. Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on n'est pas en tête, je pense que ce sera un échec pour les Français. On va en parler et c'est l'heure de la question en plus. Le grand jury, la question en plus. Monsieur Bardella, bonjour. Je suis Jean-Christophe Picard, président d'Anticor. Alors, Marine Le Pen est actuellement mise en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs présumés du Rassemblement national. Le statut des assistants parlementaires européens semble être la source de nombreux abus, puisqu'on peut être à la fois assistant d'un eurodéputé et permanent d'un parti politique. Vous-même, vous connaissez bien ce statut, puisque vous en avez profité en 2015. Alors ma question est, qu'est-ce que propose votre liste pour moraliser les pratiques parlementaires ? Jordan Bardella. Juste une petite clarification sur la question. Je n'ai pas bénéficié d'un système qui permettrait d'être assistant parlementaire et en même temps permanent au siège à Nanterre. Juste une précision. Vous l'avez été assistant parlementaire. Oui, j'ai effectivement, mais attention à ces glissements qui sont des glissements politiques à 3 semaines de l'élection qui visent à salir les opposants politiques. Alors qu'est-ce que vous feriez en matière de transparence ? Vous n'étiez pas en même temps, vous ne faisiez pas la communication de Florian Philippot en même temps que vous étiez assistant parlementaire ? Absolument pas. Il n'y avait pas de chevauchement des dates ? Absolument pas. Alors qu'est-ce que vous feriez en matière de transparence, justement des assistants parlementaires, puisque la question se pose ? Écoutez, en matière de transparence, je considère que aujourd'hui, le vrai problème en matière de transparence, et notamment au niveau du Parlement européen, sont le poids des lobbies. Voilà. Moi, je considère qu'il n'y a pas de problème particulier avec les assistants parlementaires, puisque d'un certain nombre de textes, notamment de jurisprudence, ont indiqué que le parlementaire était libre. Je crois que ça fait partie aussi de la séparation des pouvoirs pour le parlementaire que de choisir qui sont les gens qu'il embauche et les tâches qu'il leur fait faire dans le cadre de ses missions. Maintenant, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème de lobbying au sein du Parlement européen. Alors, on a vu effectivement beaucoup de nos responsables politiques et beaucoup de nos élus céder après des pressions de lobby. Il y a un très bon article dans Marianne d'ailleurs qui est paru cette semaine et j'invite les auditeurs à le lire. C'est votre grand jury, Jordan Bardella. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite.
du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Christophe Jacubizine et Guillaume Roquette. Et c'est Guillaume Roquette qui vous pose la première question de cette seconde partie. Jordan Bardella, le Conseil d'État a refusé cette semaine une requête de femmes djihadistes qui demandaient à revenir en France avec leurs enfants. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que des enfants puissent payer pour les fautes de leurs parents ? Moi, ce qui me préoccupe, c'est la sécurité des Français. Et je pense que la première mission d'un responsable politique, c'est justement de protéger ses compatriotes. Vous savez que nous avons, et nous l'avons dit d'ailleurs dès l'annonce de Castaner, qui indiquait qu'il souhaitait faire revenir des djihadistes, que nous y étions évidemment totalement opposés. Sur les enfants, on peut discuter 1 an, 2 ans, je pense que ça ne pose pas de problème. Mais vous avez là-bas sur les théâtres d'opération des enfants de 6-7 ans qui sont déjà capables de manier une Kalachnikov. Donc moi, je préfère la dissuasion, je préfère la protection et je préfère la prévention. Et effectivement, je préfère faire le choix de ne pas faire revenir ces personnes et en même temps de protéger, donc, les ni les femmes ni les enfants au-dessus de 2 ans. Non, je pense que 2 ans est un âge. Je pense que 2 ans, oui, je pense que c'est un âge. Après, c'est du cas par cas. Enfin, je veux dire, s'il y a bien en politique une discipline dans laquelle on ne peut pas faire de généralité, c'est bien les enfants. Donc, je pense que c'est du cas par cas. Ça concerne quelques dizaines de cas. Maintenant, pour les parents, c'est évidemment hors de question de faire revenir ces bombes humaines qui, là-bas, ont tué, torturé, violé, de les faire revenir sur notre sol. On a déjà, je pense, suffisamment à faire en la matière. Alors on en vient aux européennes, et notamment la question qui est une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est l'euro. Alors vous avez dit, Jordan Bardella, dans votre parti, mais on n'a pas très bien compris, l'euro pour l'instant on le garde, mais à terme, je vous cite, il faudra reconquérir notre souveraineté monétaire. Vous l'avez dit en janvier, quand vous avez été désigné tête de liste du Rassemblement National, mais à terme, ça veut dire quoi ? Et si jamais on ne reconquiert pas cette souveraineté, qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ? Ça veut dire que l'euro a eu des conséquences néfastes pour notre économie et qu'en fait, loin de réduire les inégalités, en réalité, ça a créé des disparités énormes. Il y a une étude allemande qui est sortie il y a 3 semaines qui nous explique que ça a fait gagner 20 000 euros par habitant par an et par habitant en Allemagne depuis sa mise en place et ça a fait perdre 53 000 euros par habitant en France. Donc en réalité, l'euro n'est pas un atout pour notre économie, de par notamment sa surévaluation. Non, parce que si vous voulez, on a entendu ce que nous ont dit les Français pendant l'élection présidentielle. Nous, on n'est pas des idéologues, on est des pragmatiques, on défend le bon sens. Et en l'état actuel, les Français nous ont dit l'euro présente des inconvénients, mais pour l'instant, nous souhaitons conserver l'euro. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. Ça veut dire que dans le cadre des renégociations qu'on va mener, notamment sur l'Union européenne, puisque vous savez que nos alliés sont en train d'arriver au pouvoir dans beaucoup de pays d'Europe, dans ces négociations qu'on va mener avec nos alliés, il faudra effectivement rediscuter de la gouvernance de l'euro. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a comme objectif exclusif de lutter contre l'inflation. C'est quasiment unique au monde. Nous voulons qu'elle ait comme objectif la lutte contre le chômage. Bon. Il faut rediscuter des questions de la... Oui, en l'état actuel, nous gardons l'euro. Mais en l'état actuel, c'est ça qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que, si vous voulez, nous, on ne fait pas de la politique dans les bouquins, ou nous, on est des pragmatiques. Donc ça veut dire que à quel moment ça pourrait ne plus marcher ? Ça veut dire qu'on est des pragmatiques. Et ça veut dire que de la même manière qu'on va renégocier demain sur la possibilité de faire du patriotisme économique, sur la maîtrise de notre souveraineté budgétaire, sur la maîtrise de notre politique migratoire avec Bruxelles, nous rediscuterons aussi de la gouvernance de l'euro. Mais moi je pense que la priorité aujourd'hui en matière économique, c'est de baisser la fiscalité à la fois sur les entreprises et sur les ménages, parce que nos compatriotes n'en peuvent plus, et c'est de mettre en place les protections nécessaires pour protéger nos entreprises de la mondialisation sauvage et de la concurrence internationale déloyale. Encore un point sur l'euro. Quand vous dites la politique de l'euro, c'est de lutter contre l'inflation, c'est vrai, mais ça se fait concrètement par des taux d'intérêt qui restent très bas. Or, quand on est surendetté comme la France ou l'Italie, on a intérêt à avoir des taux bas. Sinon, on est étranglé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que votre allié Salvini ne sort pas de l'euro. Mais je pense qu'il faut revenir sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la Banque Centrale Européenne prête à des banques qui ensuite reprêtent à des États dans des taux qui ont parfois été délirants. Donc je pense qu'il faut revenir sur 2 choses. D'abord, l'objectif de la BCE, qui était effectivement aujourd'hui cantonné à l'inflation. Et deuxièmement, sur la dépendance de la Banque Centrale Européenne. Enfin, pardon, mais quand on a fait du quantitative easing, quand on a racheté de la dette, on a fait de la planche à billets. Et ça n'a pas fait exploser
exploser l'inflation. Mais ça veut dire que le Frexit n'est pas non plus totalement exclu un jour dans le programme du Rassemblement national s'il se trouve que l'euro ne fonctionne plus. Mais ça veut dire qu'en l'état actuel, nous allons mener des négociations parce que nous avons des alliés pour le faire. Et que effectivement, si en l'état, nous n'arrivons pas à transformer cette Union européenne en l'alliance européenne des nations que nous souhaitons, nous en tirerons les conclusions. Mais moi, vous voyez, je suis, contrairement à d'autres, je suis un optimiste. Et quand je vois arriver au pouvoir M. Salvini, quand je vois arriver au pouvoir le FPÖ en Autriche, quand je vois arriver au pouvoir il y a quelques jours nos alliés en Estonie, quand je vois la poussée de tous ces partis du bon sens partout en Europe, et la contestation globale, générale aujourd'hui de l'Union européenne par les peuples européens, je me dis alors que nous pouvons mettre en place les conditions d'une renégociation à la table des négociations pour que les Français retrouvent le pouvoir et retrouvent la liberté de décider de ce qui est bon pour leur économie, la liberté de faire du patriotisme économique, la liberté de donner de la priorité à nos entreprises. Mais alors on se dit, si pragmatisme il y a, il peut s'appliquer à tout, et si par exemple le protectionnisme ne fonctionne pas, vous pourriez dire à un moment donné, on ouvre à nouveau les frontières. C'est ça le pragmatisme aussi ? Non, c'est exactement le contraire. Toutes les grandes puissances aujourd'hui, mais je vais vous l'expliquer très simple, c'est que toutes les grandes puissances aujourd'hui qui réussissent dans la mondialisation font du patriotisme économique, font du protectionnisme, protègent leurs marchés publics. Je rappelle que les marchés chinois sont quasiment infranchissables à l'heure où les nôtres sont ouverts à la terre entière. Vous avez raison, mais ils le font parce qu'ils sont ils sont de grandes nations. La Chine, les États-Unis ont un marché intérieur très fort. Oui, mais la France, nous sommes la 6e puissance économique. Arrêtez de voir la France comme quelque chose de petit. On est plus petit que les Chinois et les Américains. Oui, mais c'est en étant très fort sur nos marchés intérieurs. C'est en affirmant ce que nous sommes, en protégeant nos filières, en protégeant notre agriculture, en protégeant notre économie, que demain nous pourrons être forts sur les marchés internationaux. C'est plus facile de faire au niveau de l'Europe qu'au niveau de la France. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes impuissants, M. Jacubizine. La zone euro, c'est la zone économique qui a la plus faible croissance au monde. Lorsqu'on négocie des traités de libre-échange, on est systématiquement les dindons de la farce. Dans le cadre du CETA qu'on a négocié avec le Canada, on a accès à 35% des marchés canadiens, quand les Canadiens ont accès à 80% des marchés européens. Ça vous paraît pas être une aberration ? Si on fait ça, on se fâche avec l'Allemagne, parce qu'eux sont très favorables à ce libre-échange. Mais, monsieur... le libre-échange, c'est une idée des années 80-90. Même l'Allemagne aujourd'hui, moi j'entendais le ministre de l'économie allemande il y a quelques mois nous expliquer qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'une entreprise allemande serait menacée, l'État stratège allemand interviendrait pour secourir une entreprise allemande qui est menacée par une délocalisation, par exemple. C'est aujourd'hui interdit par la réglementation européenne. On est très docile avec les directives européennes. En réalité, on les applique en grande partie quand l'Allemagne les applique à minima. Donc quand on veut, on peut. Et moi, je crois que la politique, c'est avant tout une affaire de courage et de volonté. L'axe franco-allemand a été un peu remis en question par Marine Le Pen à Metz. Est-ce que pour vous, ça reste quand même un socle pour la construction européenne ou pas ? Oui, mais pas que. Pas que, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez... Il y a des propos très durs, Marine Le Pen à Metz, mercredi, oui, mais sur l'Allemagne. Si vous voulez, encore une fois, il faut être hyper pragmatique. C'est-à-dire que... pour moi, l'Europe, ce n'est pas uniquement la vision franco-allemande. Moi, je défends un modèle d'Europe des nations. Je considère qu'il faut qu'on ait une Europe des projets, une grande Europe des coopérations qui ne se réduisent pas au couple franco-allemand, parce que parfois on a des intérêts divergents. L'Allemagne refuse d'aller vendre des armes à l'extérieur de l'OTAN. Bon, l'Allemagne a réouvert ses centrales à charbon. On n'a pas, sur un certain nombre de sujets, on n'a pas les mêmes intérêts. L'Allemagne, c'est les jobs à 1 euro de l'heure. Bon, mais moi, ce n'est pas ce modèle économique que je veux pour mon pays. Donc nous, on défend un modèle de coopération, une sorte d'Europe à la carte, où les... à quoi va servir finalement cette Europe ? Parce qu'on a l'impression qu'une Europe à la carte, finalement, c'est une sorte de coquille. Mais à quoi vous supprimez la commission. Moi, je vais vous poser une question. Pardon, vous supprimez la commission, vous remplacez la commission européenne par un simple secrétariat administratif. Tout à fait. Vous instaurez un référendum d'initiative citoyenne au niveau national pour orienter les décisions. Vous restituez la primauté du droit national sur le droit des institutions supranationales. Bon, l'Europe, au final, à quoi ça sert ? Mais à quoi nous sert aujourd'hui l'Union européenne ? Parce que, en l'occurrence... alors pourquoi vous... Parce que c'est la question... Parce que c'est la... Mais monsieur, écoutez un peu ce que je dis, s'il vous plaît. Mais j'essaie de vous comprendre, Jordan Bardella. Beaucoup de Français aujourd'hui, comme nous, font le constat que l'Union européenne a trahi toutes ses promesses. Et aujourd'hui, une grande majorité de Français, près de 61%, ne croient plus dans cette construction européenne qui est incapable de les protéger, qui a trahi toutes ses promesses et qui les livre à la concurrence déloyale, à la mondialisation sauvage et à l'immigration massive. En réalité, le modèle que nous défendons, l'Europe des nations, c'est ce qui a marché. L'Europe des nations, c'est ce qui a fait Ariane. L'Europe des nations, c'est ce qui a fait Airbus. Et aujourd'hui, cette Union européenne, elle organise l'impuissance collective. Mais en même temps, c'est ce que vous dites. C'est la zone économique qui a la plus faible croissance au monde. Florian Philippot vous dit, vous constatez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi, comme moi, vous ne proposez pas, comme ce fut un temps, même vous, Jordan Bardella, il y a quelques années encore,
proposer le parce que nous étions isolés sur la scène. Est-ce que c'est pas plus cohérent ? Non mais parce que nous étions isolés sur la scène européenne. Aujourd'hui, l'ensemble de nos... Enfin, demain, s'il s'agit de régler la question de l'immigration, avec notre allié Matteo Salvini en Italie, qui est ministre de l'Intérieur et qui a fait baisser de 95% le nombre de débarquements, croyez-moi qu'on peut trouver des points d'accord. Mais il y a quelques années, vous étiez pour le Frexit. S'il vous plaît, laissez-moi finir la phrase. Cette Union européenne-là, aujourd'hui, elle organise l'impuissance collective. Elle nous fait passer à côté de tous les grands défis du XXIe siècle, à côté de la 5G, à côté de l'intelligence artificielle, à côté de la question écologique, à l'heure où toutes les grandes puissances partout dans le monde sont en train de réussir. Donc moi, j'ai pas envie de passer à côté de ce formidable défi qui est celui de l'Europe des nations. Et je pense que c'est en étant forts sur nos marchés intérieurs que nous pourrons demain coopérer avec l'ensemble des nations, comme font 95% des pays du monde, pardonnez-moi. Christophe Jacubizzi. Alors l'une de vos autres propositions, c'est de rétablir les frontières nationales, notamment pour contrôler l'immigration. Très concrètement, à quelle immigration vous attaqueriez-vous en premier ? Est-ce que c'est le regroupement familial ? Est-ce que c'est l'asile politique ? Est-ce que c'est les visas pour étudiants ? Comment vous feriez concrètement ? Qu'est-ce que vous... Je pense qu'il y a de l'ordre à remettre dans l'ensemble des sujets que vous venez de citer. D'abord, on ne peut pas avoir une politique migratoire si on n'a pas de frontières. Bon. Madame Loiseau et Monsieur Macron, lui, souhaitent continuer de traiter l'immigration au niveau européen. En votant, par exemple, des quotas, la relocalisation imposée qui a été votée par les Républicains. Qui veut répartir les migrants dans tous les pays européens. Monsieur Salvini fait ce même constat. Je rappelle que l'Italie a accueilli 700 000 migrants sur ses côtes depuis 2013 et il fait ce constat identique au nôtre qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique de nos pays, compte tenu des tensions communautaristes et de l'insécurité grandissante qui explose et qui est évidemment liée à l'immigration, eh bien, nous ne pouvons plus accueillir une immigration supplémentaire. Alors d'abord, il faut rétablir des frontières parce que vous ne pouvez pas me demander d'assurer la sécurité de ma maison si je n'ai pas de porte. Donc il faut rétablir des portes à la Maison France et ça passe par une sortie de l'espace Schengen. Ensuite, il faut raccompagner tous les bateaux de migrants qui viennent sur les côtes de départ et dans les pays d'origine. Et puis, il faut avoir une politique dissuasive d'immigration. Parce que tant que notre pays continuera d'avoir des prestations sociales qu'on offre à la terre entière, d'être généreux avec le monde entier à l'heure où vous avez un Français sur 3 qui ne se soigne plus correctement, alors des gens continueront de venir. Donc, il faut évidemment fermer le robinet, couper les pompes aspirantes et renvoyer les clandestins dans leur pays. Jordan Bardella. Et je pense que cette fermeté, c'est aussi une forme d'humanité. Parce que c'est en faisant croire à ces personnes que la France est un Eldorado qu'on crée des morts dans la Méditerranée. Mais, si on peut vous poser une question très concrète. Par exemple, 80 000, il y a en France 80 580 premiers titres de séjour qui ont été délivrés à des étudiants. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple ? Est-ce que vous supprimez ces visas pour les étudiants en France ? Non mais, moi, si vous voulez, le fait de faire venir des étudiants étrangers ne me pose aucun problème et ça fait partie de la grandeur de notre pays. Mais à condition que cela reparte. Parce qu'on a vu dans beaucoup de cas des étudiants venir de l'étranger. On s'est même aperçu que parfois ils avaient accès à des réductions, notamment en matière de bourse étudiante auxquelles les Français, d'ailleurs les étudiants français n'avaient pas droit. Parfois ils utilisent ce titre de séjour pour rester dans le pays. Donc ça ne me pose pas de problème et je crois que ça fait partie aussi de la grandeur de notre pays et ça permet de faire rayonner nos universités. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est le regroupement familial, voilà, qu'il faut aujourd'hui considérablement réduire. C'est l'immigration clandestine. Parce que quand on vient en France, moi je considère que la France c'est pas un hôtel, que la France c'est pas un guichet social. Et quand vous venez dans notre pays, eh bien il faut être en mesure de subvenir à vos besoins parce qu'on n'a plus les moyens de vous prendre. Emmanuel Macron aussi, dans sa conférence de presse, a dit le regroupement familial, il y a des abus, il faut que le Parlement se saisisse chaque année de la politique migratoire. Finalement, il se rapproche de vous, il ouvre les yeux. Oui, mais là, il brasse du vent. Parce qu'il est au pouvoir. Parce que moi, je veux bien l'entendre avoir des phrases un peu dures sur l'immigration 3 semaines avant les élections. Mais la réalité, c'est qu'on fait face à un afflux migratoire majeur aujourd'hui en France. Que le Parlement européen continue de relocaliser de force des migrants dans les villes et dans les villages français, à l'heure où nos compatriotes s'expriment majoritairement contre cet accueil massif de migrants. De quelle manière ? Vous nous dites que le Parlement européen relocalise. Oui, monsieur. Le Parlement européen vote une relocalisation des migrants chaque année dans les villes et dans les villages français. Ça a été voté normalement par les Républicains. Parce que les discours des Républicains sont des discours un peu musclés sur l'immigration, mais ils font le contraire quand ils sont au pouvoir. Mais combien de migrants dans combien de villages et villes françaises ? Nous avons aujourd'hui 122 000. On a eu en 2018 122 000 demandes d'asile dans notre pays. C'est un nombre record. On avait déjà passé le record l'an dernier des 100 000 demandes d'asile dans notre pays. Deux tiers de ces demandes d'asile n'aboutissent pas parce qu'en réalité ce sont des migrants
économiques qui viennent pour faire peser à la baisse sur les salaires de nos compatriotes et avoir recours à des emplois auxquels nos compatriotes français n'ont pas évidemment recours, et qu'en réalité 95% des déboutés ne sont pas expulsés vers leur pays d'origine. Combien il y en a au Alors final? Tout ça me pose un problème. Et moi, ce que je veux faire, c'est remettre un peu de bon sens dans la politique. C'est réserver les moyens de l'État aux Français et remettre un peu d'ordre dans la politique migratoire. Vous savez combien sont acceptés en France en 2018 au titre de l'asile? Pardon? Combien de migrants sont acceptés au titre de l'asile en France? Dites-le moi. Je vous dis 33 380. D'accord. C'est déjà trop. Et combien sont déboutés? 35. Tous les autres. Je vous tous les autres. 90 oui, mais 35%. Oui, Est-ce que déjà ce chiffre vous paraît insurmontable la pour Cour la des France? comptes nous explique que 95% des déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits à la frontière. Donc ils demeurent bien aux frais du contribuable. Ils demeurent bien dans les villes et dans les villages français. Ils demeurent bien à la charge de nos compatriotes qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et l'essence même de ce mouvement des Gilets jaunes, c'était de savoir où passe l'argent. Mais quand on vous dit que dans ces villages, moyens ça se passe bien, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de certains migrants dans des villages, mais il y a eu des inquiétudes. Et finalement, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe bien? Il y a aussi 2 migrants qui, il y a quelques jours en Normandie, à Rouen, ont agressé une femme handicapée dans un bus pour lui voler son collier. Il y a aussi en Seine-et-Marne, on l'a appris il y a quelques jours, des migrants algériens qui viennent, qui prennent le train de Paris et qui vont dans les villages et les villes de Seine-et-Marne pour commettre des cambriolages. Et tout ça, il faut le voir aussi. Et il faut écouter ce que veulent nos compatriotes. Nos compatriotes, ils veulent pouvoir vivre en paix chez eux. Ils veulent pouvoir être défendus et être protégés. Et donc, oui, j'assume de vouloir remettre un peu d'ordre dans la politique migratoire et de vouloir renvoyer chez eux des gens qui n'ont, en l'occurrence, rien à faire chez nous. Christophe Jacubizzi. Une question que vous attendez, je le sais, politique, sur Marion Maréchal, qui, dans Valeurs Actuelles, met en cause un peu la stratégie du Rassemblement national, qui est trop centrée sur les classes populaires, une forme de populisme, et qui ne s'intéresse pas assez aux classes moyennes et supérieures. Est-ce qu'on peut conquérir le pouvoir en s'adressant qu'à une partie des Français? Non, mais moi, je considère que le discours du Rassemblement national, il parle à tous. Le populisme, si vous voulez, c'est pas s'adresser à une partie de la population. Le populisme, c'est défendre le peuple. C'est défendre le peuple contre des élites qui, bien souvent, lorsqu'ils sont élus, font exactement le contraire, qui agissent bien souvent contre les intérêts des Français. Moi, je pense que le vrai clivage du XXIe siècle, il oppose les localistes et les globalistes. Il oppose ceux qui considèrent qu'il faut aujourd'hui faire disparaître les nations. Pas les nationalistes comme les progressistes, comme le dit aussi Marine Le Pen. Non, mais je considère. Les populistes contre si les vous voulez, progressistes. Macron, il a voulu nous enfermer dans le clivage populiste. Oui, mais que Marine Le Pen. Moi, je me sens un peu les deux. Vous voyez, je me sens à la fois défendre le peuple et défendre des idées qui sont en train d'arriver au pouvoir partout en Europe et défendre des idées d'avenir. Mais sur les frontières ou sur le pouvoir rendu aux nations en Europe, oui. François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains, est à peu près sur la même ligne que vous, non ? Alors pourquoi les eurodéputés des Républicains ont voté pour la relocalisation des migrants dans les villes et dans les villages français? Pourquoi est-ce que les eurodéputés des Républicains ont soutenu le principe d'un pacte de Marrakech qui a vocation à la religion bisounours de l'immigration, à accélérer les flux migratoires? Il vous répondra peut-être qu'ils n'étaient pas élus. Pourquoi à ce moment-là. est-ce qu'ils ont voté alors à ce moment-là, il ne fallait pas prendre sur sa liste des gens qui, comme M. Danjean, par exemple, qui est 3e sur la liste de M. Bellamy et qui a voté pas plus tard que cette semaine au Parlement européen en commission des crédits de plusieurs milliards d'euros pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Donc moi, ce qui me dérange avec les Républicains, c'est qu'ils parlent comme le Rassemblement national à 3 semaines des élections, mais ils gouvernent comme la gauche quand ils sont au pouvoir. Alors moi, je dis aux électeurs des Républicains, faites comme Mariani et pas comme Bellamy. Voilà. Il y a sans doute des électeurs républicains sincères qui sont aujourd'hui attachés à l'identité de notre pays, qui veulent remettre un peu d'ordre dans ce pays, qui veulent baisser les impôts, qui veulent arrêter l'immigration. Eh bien, je leur dis, faites comme Thierry Mariani, qui a été ministre des Républicains et qui a fait le choix de nous rejoindre et qui est aujourd'hui 3e sur la liste. On parlait de Marion Maréchal, c'est vrai qu'il s'affranchit dans son idéologie, dans son corpus idéologique de sa tante Marine Le Pen. Vous êtes sur la même ligne exactement que Marine Le Pen. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent vous dites, c'est pas exactement ce que je pense. Est-ce que à 23 ans, vous dites, c'est peut-être pas exactement la ligne que j'ai envie de suivre. Mais vous savez, c'est pas une tare d'être tête de liste d'un mouvement et d'être sur la même ligne que sa présidente. Au contraire, je pense que c'est une véritable cohérence. Donc oui, effectivement, je suis sur la même ligne. S'affranchir, c'est pas une manière de grandir en politique comme fait Marion Maréchal. Marine Le Pen. Non, mais ça, c'est pas vous qui le dites. Ce sera les électeurs le 26 mai. Moi, je porte aujourd'hui une ligne qui a recueilli 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle. Voilà, et qui a fait que un Français sur 3 aujourd'hui a voté pour le Rassemblement national. Et si j'en crois les sondages, beaucoup de journalistes nous mettaient dans le cercueil après l'élection présidentielle. Le Rassemblement national est toujours là. Et je pense que c'est une force d'avenir et une force d'espérance pour des millions de gens. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Alors vous avez déclaré durant cette émission que pour vous le halal était une atteinte à la dignité animale et ça a provoqué beaucoup de questions chez les internautes avec le hashtag Le Grand Jury. Simon vous demande, au nom de la dignité animale, êtes-vous opposé à l'abattage rituel juif pour le kasher comme vous l'êtes pour le halal? Je suis cohérent. Je suis cohérent et je suis opposé d'une manière générale. La question, c'est pas est-ce qu'on est défavorable au halal, au kasher ou autre. La question, c'est aujourd'hui, je considère que l'abattage rituel est indigne, est une souffrance absolument terrible pour les animaux. Voilà. Alors pardon, mais c'est un point de vue que j'assume. Donc c'est aussi valable pour et je suis, moi à titre personnel, c'est une conviction opposée à l'abattage rituel. Je crois qu'il faut rendre obligatoire l'étourdissement. Kasher ou halal. Qu'il faut rendre obligatoire l'étourdissement avant l'abattage des animaux. Autre question. Oui, alors cette fois-ci, c'est le directeur de campagne La République En Marche pour les Européennes, Stéphane Séjourné. Vous ne connaissez plus trop le nom de ses candidats, visiblement, lors de alors lui, il a attaqué votre parti. Est tombé. Il a attaqué votre parti sur Twitter hier soir. Il reproche à Marine Le Pen de citer le livre de Philippe de Villiers qui s'intitule « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». C'est sur la construction européenne. Et ce livre est assez contesté quand même par les historiens. Et pour lui, le Rassemblement national, il dit, il est officiellement le premier parti complotiste de France. Est-ce que vous ne devez pas être plus prudent quand vous citez des livres polémiques comme Philippe de Villiers ? On est surtout le premier parti de France tout court, je crois. Moi, je pense qu'en démocratie, le seul juge, c'est le peuple. Voilà, ce ne sont ni les journalistes, ni le directeur de campagne de La République En Marche. Je considère qu'en démocratie, il y a un seul juge, c'est le peuple. Jamais. C'est le peuple français. Non, c'est une conviction. Je pense que le peuple a toujours raison. Voilà, lorsque le peuple britannique choisit de quitter l'Union européenne, je pense qu'il a de bonnes raisons de le faire. Voilà, lorsque le peuple français s'exprime, alors je crois qu'il a de bonnes raisons de le faire. Mais enfin, pardon, mais Madame Loiseau est totalement absente de cette campagne. La République En Marche n'a pas de programme. On est à 3 semaines des élections européennes. Le parti de la majorité présidentielle n'a pas de programme. De France. N'a pas de. Oui, mais ça c'est des mots. Visiblement, ils ne sont pas très sereins parce qu'ils sont partis très en avance dans cette campagne. Et au fur et à mesure que Madame Loiseau s'exprime dans les médias et au fur et à mesure qu'on voit ses bourdes, le parti de La République En Marche recule à tel point que le président de la République lui-même, aux frais de l'État, va donc s'engager dans cette campagne. Au nom de quoi, je pose la question. Parce qu'il a fait campagne pendant des mois avec le grand débat, en allant devant des gens qu'il avait lui-même sélectionnés pour 12 millions d'euros. On s'apprête à voir le président de la République et l'ensemble des ministres, parce que Madame Loiseau maintenant ne fait plus un déplacement sans un ministre. Ils n'ont pas confiance, ils ont petite crainte à 3 semaines des élections. Justement, vous parlez du grand débat. L'hypothèse du grand débat a été relancée cette semaine par Franck Riester, le ministre de la Culture, qui va en organiser un pour la rénovation et la reconstruction de Notre-Dame. Donc il y a eu énormément de commentaires là-dessus. Vous avez des internautes qui s'amusent. Louis Caff, il complète les paroles du ministre. Et à la fin, c'est Macron qui va décider d'après lui. François, lui, il veut savoir est-ce qu'il va y avoir un grand débat pour décider du grand débat pour la rénovation de Notre-Dame. Ça blablate. Et Nicolas Sarkozy sur RTL, lui, il trouve que cette polémique, justement, c'est le signe d'une vitalité dans la société. Alors, je vais vous donner mon avis. Moi, je pense que c'est un peu le symptôme de notre époque. C'est un peu un péché d'orgueil que de penser que, en modifiant le schéma et l'architecture de Notre-Dame dans sa reconstruction, on pourra faire mieux que les siècles d'histoire et les siècles de génie français qui nous ont précédés. Leur avis aux Français, moi, je pense, on peut, mais je pense que... Vous avez dit que le peuple a toujours raison pour demander l'avis aux Français. Oui, mais pourquoi pas. Mais écoutez, j'y suis pas défavorable, mais je pense que Notre-Dame doit être reconduit à l'identique. Voilà, moi, j'ai vu un certain nombre de projets délirants. Ils vont peut-être nous faire un rooftop ou un bar à sprit au-dessus de Notre-Dame. Moi, je considère qu'on doit le respect absolu. Non, on a vu des trucs un peu délirants, pardon. Mais moi, je considère qu'on doit le respect absolu au patrimoine des Français et que Notre-Dame, qui est un peu notre histoire, nos racines, notre civilisation, notre héritage chrétien et aussi notre identité doit être reconstruite à l'identique. Merci Jordan Bardella, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.